Monsieur le recteur honoraire, chers collègues, mesdames, messieurs, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Guy-Olivier Faure et sur un sujet qui est celui de la négociation en Chine. Vous le savez, puisque c'est pour ça que vous êtes venus. Si je peux me permettre deux brefs petits témoignages, parce que j'ai eu à l'une ou l'autre reprise à négocier certaines opérations en Chine dans un cadre marchand ou non marchand. Et deux petites anecdotes. La première chose, la première difficulté que j'ai rencontrée, en tout cas la première fois, la deuxième fois j'étais bien au courant, c'est de trouver le lieu de la réunion. De trouver le lieu de la réunion parce que vous débarquez d'un aéroport et personne ne parle anglais. Encore moins le français. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Alors, vous essayez de le donner parce que vous avez un papier, une copie de courrier électronique, vous montrez ça, ça marche encore moins. Ça marche encore moins parce que ne savent pas lire notre écriture. Et donc, à la fin, la seule solution, c'est d'avoir une conversation avec un interprète de la centrale de taxi. Et après tout ceci, vous vous dites qu'il va falloir gagner un lieu, par exemple à Pékin, qui se trouve à 3 heures de voiture. L'autre chose peut-être plus importante, c'est que après l'une ou l'autre expérience, en tout cas en ce qui me concerne, je ne sais pas si vous serez d'accord, chers collègues, mais c'est qu'il ne faut jamais y aller sans un Chinois. Et donc de discuter avec des Chinois en étant uniquement un petit groupe de l'hémisphère nord, tous un petit peu dans la même mouvance, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait pas seulement des Chinois en face de vous, mais aussi des Chinois à côté de vous. Mais vous n'êtes pas venus pour entendre mes propres témoignages, mais pour écouter le professeur Faure, et qui est professeur à la China Europe International Business School à Shanghai. Shanghai, la ville de Chine historiquement la plus ouverte à l'international, membre de nombreux comités scientifiques, de revues, d'organismes de coopération, d'organismes de négociation, qui a enseigné dans plusieurs universités presque aussi prestigieuses que la nôtre, comme Harvard Law School, New York University, Oxford University, la Sorbonne, etc. Alors le professeur Faure a bien entendu travaillé à la fois pour des institutions publiques, le plus souvent internationales, ou pour des entreprises privées. Je ne vais pas relever ici la liste, sauf pour dire que dans cette liste, il n'y a pas que des entreprises occidentales, il y a aussi des entreprises chinoises. Alors, le professeur Faure est l'auteur de nombreux ouvrages et le fait d'être auteur d'ouvrages est quelque chose qui généralement marque une volonté de partager une expérience fondée sur la pratique. On peut, si vous regardez des CV de professeurs, il y en a où vous ne trouvez que des articles de revue, et puis vous avez des professeurs qui ont des ouvrages. Alors je pense que pour ce type de conférence, avoir un conférencier qui ait des ouvrages, c'est la preuve généralement non seulement d'une ouverture aux connaissances les plus actuelles, mais aussi à une capacité de synthèse et de volonté que la science serve. Que la science ne soit pas uniquement en chambre, si je puis dire, mais soit une science qui soit opérationnelle, ce qui est tout de même une des ambitions d'une école de gestion. Dans notre université, la faculté des sciences de gestion, la Louvain School of Management, elle a bien entendu cette ambition d'être à la pointe des connaissances, mais aussi d'avoir une opérationnalisation, une application au service de la création de richesses, marchandes ou non marchandes, pour l'ensemble de la société. Professeur Faure, vous avez la parole. Merci de cette introduction très flatteuse et que je ne mérite naturellement pas. Je vais tout de suite la compléter en disant 2 ou 3 choses. Il y a 27 ans que j'ai commencé à travailler en Chine. Donc j'ai une
bien sûr une bonne expérience de la Chine, mais j'ai vu plusieurs Chines défiler devant moi. J'ai participé à la vie économique de différentes Chines dont je vous ferai part, bien sûr, là, en vous présentant mon expérience. Comme vous l'avez vu, là, je suis pas un professeur type, hein, je ne suis pas assis dans un bureau à lire des livres et à en écrire, hein. J'aime bien la pratique. Donc, je me suis engagé dans beaucoup de négociations. J'en ai conduit ou j'ai participé à plusieurs centaines de négociations en Chine. Vous me direz, en 27 ans, ce n'est pas difficile, hein, mais à chaque fois, je prends des notes, je réfléchis dessus et j'essaye d'en tirer des conclusions utiles à d'autres, hein. Alors, peut-être que j'ai travaillé pour une cinquantaine d'entreprises étrangères, le plus souvent occidentales, et je crois une quinzaine à peu près d'entreprises chinoises. Alors ça, c'est un élément intéressant aussi parce que quand on travaille pour des Chinois, on est passé, pas de l'autre côté du miroir, mais de l'autre côté du rideau, en tous les cas, hein. Et on apprend des tas de choses qu'autrement ne sont pas visibles, hein. Pour ceux qui négocient simplement avec des Chinois qui, eux, ont un quant à soi et une façon de se protéger, de contrôler l'information. Donc je suis allé au-delà de ça et j'ai beaucoup d'informations à donner qu'on n'entend pas habituellement. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Je dirais que là, pour terminer, avant de présenter un peu cette expérience, la négociation, c'est une très forte interaction. C'est un moment tout à fait privilégié dans le management, dans la relation avec autrui, et c'est un peu un modèle réduit de tout ce qu'on va retrouver dans les rapports entre, par exemple, des entreprises étrangères et des entreprises chinoises, ou des étrangers tout simplement et des Chinois, puisque les deux vont naturellement ensemble. Alors, les expériences qu'on peut tirer sont assez contrastées, je dirais. Elles sont ambivalentes souvent, comme tout ce qui est en Chine. Elles sont oscillantes, je dis, et finalement, elles sont yin-yang. Et vous allez voir à quoi ça correspond, hein, dans mon esprit. Je voudrais vous donner tout d'abord une information. 1911. Qu'est-ce que ça vous inspire concernant la Chine? Oui? Oui, bravo, exact, parfait. Félicitations, je vois que vous êtes déjà briefé sur tout ça. Effectivement, c'est la chute de la dynastie Qing. C'est pas rien. Ça veut dire que tout d'un coup, un système millénaire qui tenait en place avec effectivement la fonction impériale, avec toute cette construction, cette architecture énorme, qui avait fait la puissance de la Chine, sa pérennité, s'effondrait tout d'un coup. Voilà. Alors, ça fait du dégât. C'est une secousse sismique extraordinaire, hein, dans le destin d'un peuple. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'empereur, du jour au lendemain, il va quitter la cité interdite, hein, il n'y a plus rien d'interdit. Allez, il va se retrouver dans l'univers impitoyable de la société chinoise. Et Dieu sait s'il peut être impitoyable, cet univers. Et effectivement, son entourage, ses conseillers, y réfléchissent et établissent une liste des choses qu'il faut absolument apprendre à l'empereur s'il veut survivre dans cette société. Et qu'est-ce qu'on va trouver en haut de la liste? La négociation. On va lui apprendre à négocier. Jusque-là, il était en système autoritaire et il parlait et tout le monde exécutait. Et tout d'un coup, ça y est, révolution dans les têtes aussi. Alors, on va parler de ça. Ceci déjà pour vous dire que, bon, mon expérience chinoise est longue, je peux vraiment, là-dessus, dire que la négociation, c'est une façon de vivre en Chine, une façon d'être. À peu près tout se négocie. Les seules choses que je n'ai pas vraiment négociées en Chine, c'est le prix d'un ticket de métro ou le prix d'un billet de train. Ça doit être à peu près les seules choses, hein, qu'on négocie. Le reste, alors on peut toujours discuter. Et la plupart du temps, on s'attend à ce que vous discutiez. Et les étrangers qui ne discutent pas ont tort. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Cette image, c'est le dragon. Le dragon, long, hein, c'est le symbole de l'empereur. Il est puissant. Il est flamboyant.
eh bien, c'est également le symbole de l'ethnie chinoise, les Han, c'est-à-dire les fils du dragon. Et en Chine, le symbole a une puissance énorme. Ce n'est pas du tout une décoration. Il a une force en soi, et on va le voir dans quelques instants. Alors, quelles sont les valeurs traditionnelles chinoises qui vont façonner la personnalité du négociateur en face de nous quand on négocie en Chine? Voilà. La première, c'est le confucianisme, effectivement. Alors, disons que c'est l'harmonie, c'est le respect du rituel. Le rituel fait le civilisé. C'est tout ce qui est hiérarchique. Le respect qu'on doit à autrui, la décision hiérarchique, verticale. Dans l'entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est l'autorité bienveillante, naturellement. Par rapport... Alors, voilà, vous avez là des étudiants, des jeunes, qui sont devant un temple confucianiste. Et là, on a Confucius derrière, la statue immémoriale. Et puis, la deuxième composante, et là, elle est intéressante aussi. Elle est religieuse, mais elle est culturelle, elle est civilisationnelle. C'est le taoïsme. Le taoïsme, c'est Lao Tzu. Lao Tzu, c'est l'auteur présumé de ce fameux livre qui est tout petit, mais qui est dense, le Tao Te Ching. On dit que le Tao Te Ching, c'est un livre qui serait peut-être celui qui a été le plus lu après la Bible. Intéressant. On le trouve partout, en livre de poche et tout. Il n'est pas épais, mais alors... Vous en lisez 4 lignes et vous pouvez y penser pendant 8 jours, avant de passer au paragraphe suivant. C'est riche, c'est intéressant, c'est pas d'un accès évident. Voilà. Alors, le taoïsme, bon, regardez, c'est Lao Tzu. Alors, Lao Tzu, c'est sa manière à lui, si vous voulez, avec sa simplicité et installé sur son buffle, c'est sa manière de gérer son rapport à l'univers. Pourquoi pas, Alors, il y a quoi dans le taoïsme? Il y a ce qu'on appelle les 3 joyaux, c'est-à-dire la compassion, la modération, l'humilité. Derrière ça, il y a quelque chose d'assez fort. Un premier grand concept chinois, c'est la recherche de l'équilibre. Il faut toujours trouver un équilibre. Alors, on l'avait déjà autrement avec Confucius. C'était l'harmonie. Là, c'est l'équilibre. Eh bien, on va le voir avec le yin et le yang, effectivement, dans un instant. Le troisième grand courant qui a façonné la culture chinoise, c'est le bouddhisme. Alors, le bouddhisme, c'est la voie moyenne, la modération, c'est l'ascétisme, c'est l'acceptation de la souffrance. C'est sans doute ce qui permet aux Chinois d'avoir supporté, comme il l'a fait, tous les événements qui se sont passés depuis un siècle en Chine. C'est monstrueux quand on passe de l'Empire à la République, à la guerre civile, au conflit entre seigneurs de la guerre, ensuite à l'invasion japonaise, ensuite à la prise de pouvoir par les communistes, ensuite à la révolution culturelle et enfin à la grande ouverture vers l'étranger. Mais c'est énorme ce qu'un Chinois a pu subir. Il fallait sûrement une composante bouddhiste en lui pour supporter tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le passé le plus récent. Alors, d'abord, c'est ce que moi j'appelle le léninisme-maoïsme. Je l'appelle comme ça parce que c'est pas le communisme, c'est pas le marxisme. Moi, j'ai discuté avec des milliers de Chinois, ils n'ont jamais lu Marx, ils n'ont jamais lu Engels. D'ailleurs, ils ont bien fait, ils n'auraient rien compris. On ne comprend pas. Si vous voulez, la philosophie hegelienne, la démarche intellectuelle hegelienne, en Chine, ne peut pas fonctionner. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Alors, qu'est-ce qui reste du communisme? Il reste, si vous voulez, les propagateurs opérationnels. Pour être disons, précis là-dessus, c'est Lénine et c'est Mao. Alors, ils ont instrumentalisé une idéologie, l'ont rendue praticable, et voilà, ça donne le léninisme-maoïsme. Alors, c'est Lénine, revu et adapté au contexte chinois par Mao Zedong. Alors, il faut savoir,
ce qui nous concerne nous ici, c'est que la religion, dans cette optique communiste révisée, la religion, le commerce font partie du mal absolu. C'est quelque chose qu'on dénonce. C'est diabolique, tout simplement. Donc ça commence comme ça. Ensuite, on a l'événement suivant qui est une secousse sismique pour la Chine aussi, la révolution culturelle. Alors, on n'a pas introduit une autre culture, on a éradiqué toutes les cultures. C'est l'éradication des valeurs. Les gens ne savent plus sur quoi s'appuyer. On attaque Confucius, on attaque même le communisme orthodoxe, on attaque bien sûr Lao Tse, on attaque alors tous les pères de la pensée chinoise et de la civilisation. Perte absolue de référence. Les gens ne savent plus où ils en sont et quelle souffrance sur le plan personnel, individuel, quand on envoie les gens pendant 10 ans à la campagne pour vivre avec des cochons, en se disant ça leur donnera une éducation. Les cochons, ça n'aide pas à éduquer les gens. Il vaut mieux avoir des professeurs que des cochons pour vous parler management quand même. Et tout est comme ça. Alors, à cette époque, la révolution culturelle, eh bien, les étrangers sont qualifiés de diables. C'est le terme classique. Autrement dit, nous sommes des démons. Qu'est-ce qu'on fait avec des démons? On ne transige pas avec eux, on les élimine en principe. Alors, on va regarder simplement une affiche, modérée celle-là, mais je crois qu'elle est intéressante à beaucoup d'égards. C'est une affiche qui témoigne des processus, je dirais, culturels, psychologiques, idéologiques en cours à ce moment-là. Alors vous avez en haut de cette affiche, il est écrit, bien sûr en chinois, « Détruisons l'ancien monde et créons un nouveau monde ». Alors derrière, qu'est-ce qu'on voit? Un garde rouge. Et le garde rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit tout ce qu'on considère comme des maux, le mal incarné par des symboles. Alors en Chine, le symbole, je l'ai déjà dit, c'est essentiel. Alors qu'est-ce qu'il y a? Si vous regardez en bas, de gauche à droite, vous avez d'abord la croix. La croix, c'est le christianisme. C'est vraiment l'ennemi à détruire. C'est le mal absolu, le christianisme. Mais c'est pas tout, le Bouddha, c'est pas mieux. Autrement dit, la religion, bon. Ensuite, il y a les ouvrages. Si vous continuez un petit peu, légèrement sur la droite, vous avez les ouvrages classiques. C'est typiquement les grands ouvrages, les Analectes de Confucius, et puis une série d'ouvrages classiques que lisaient jusqu'alors tous les jeunes Chinois. Un peu plus loin et un peu plus bas, vous avez des dés. Les dés, les dominos, tout ça, c'est la condamnation du jeu. Le jeu, c'est tout ce qui n'est pas productif pour la société. Ensuite, vous avez un disque. Si vous continuez de regarder dans le détail, vous avez un disque. Le disque, c'est tout ce qui est la culture occidentale. Ce n'est pas seulement la musique, c'est l'art, c'est tout ça. C'est-à-dire le poison absolu, à nouveau. Donc, à détruire. Et enfin, à l'extrême droite, je dirais, de ce tas d'immondices qui est présenté là, nous avons les valeurs confucéennes. Les ouvrages de Confucius. Effectivement, c'est comme ça que les choses étaient vues et ce n'était pas du tout gratifiant pour nous. Ça veut dire que l'interlocuteur chinois que vous rencontrez aujourd'hui, il est passé à travers de tout ça, mais il n'en est pas passé. Il n'a pas traversé tout ça sans que ça laisse de traces. Il n'est pas indemne. Alors on va voir après les effets. Mais il y a encore un élément à retenir dans le passé récent, c'est la politique d'ouverture. Alors il y a eu un Chinois qui avait l'air de rien, insignifiant, mais remarquable, sans doute des intuitions géniales de sa part, Deng Xiaoping. Et Deng Xiaoping va se mettre à la tête du Parti communiste à requalifier le pragmatisme. C'est-à-dire on sort complètement d'idéologie et lui déclare qu'importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape les souris. Alors que jusque-là, c'était la couleur du chat qui importait plus que le résultat. Alors effectivement, on a une véritable révolution qui va conduire progressivement à introduire l'économie de marché. Rien de moins.
dans une Chine officiellement encore communiste. Alors aujourd'hui, elle n'est plus très communiste, c'est sûr, mais elle reste autoritaire. On verra ça tout à l'heure. Alors, un élément aussi intéressant à noter, moi j'ai suivi les négociations parce que j'ai connu un certain nombre de gens qui ont été impliqués là-dedans. J'ai travaillé sur ces négociations entre les États-Unis et la Chine pour établir des relations diplomatiques. Et alors il y avait beaucoup de discussions, et à un certain moment, les Américains ont trouvé un argument absolument génial qui a complètement renversé la position chinoise. Je vais vous dire lequel. Les Américains arrivent, c'est la préparation du voyage de Nixon et Kissinger à Pékin. Hein. Et dans cette préparation, à un certain moment, les Américains disent aux Chinois, vous savez combien il faut de soviétiques pour nourrir, combien de paysans, d'agriculteurs soviétiques il faut pour nourrir 100 personnes? Non, 32. Vous savez combien il faut d'agriculteurs américains pour nourrir 100 personnes? 2 seulement. Or, quand les Chinois ont entendu ça, alors ça, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus frappant qu'un long discours. Hein. Alors là, c'était quelque chose. Et ça renforçait l'idée du pragmatisme. Et alors là, Deng Xiaoping a décollé. Et la Chine aussi, bien sûr. Alors, il y a eu, pour terminer là-dessus, parce que c'est pas un exposé de sciences politiques que je fais aujourd'hui, hein, mais il y a eu le deal post-Tiananmen. Alors, Tiananmen, les événements de Tiananmen, c'est un massacre. C'est un abominable massacre d'étudiants. Des étudiants qui manifestent, qui occupent une place, on envoie l'armée et les chars d'assaut. Je vais dire, c'est inconcevable en Europe, mais ça s'est passé là-bas. Et effectivement, c'est un massacre dont tout le monde, notamment le pouvoir chinois, est très embarrassé aujourd'hui. Alors il le nie, hein, il ne faut jamais en parler. Hein. Et je dirais que le deal réel qui a été passé, c'est le suivant: la liberté économique contre silence politique. Alors aujourd'hui, ce que nous avons, cette société chinoise a beaucoup évolué. Ses valeurs se sont modifiées radicalement. Alors, je vais vous donner, j'ai pas mal publié là-dessus, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir l'évolution de la société chinoise. Or, dans l'évolution de la société chinoise, ce qui est le plus important, c'est pas ce que racontent les journalistes, c'est-à-dire combien de lignes de métro, combien d'autoroutes, combien de grues, etc., combien d'hectares dédiés à la construction, etc. Non. Ce qui me paraissait, moi, le plus intéressant, c'était l'invisible. C'est-à-dire ce qui changeait dans l'esprit du Chinois, dans sa carte cognitive, dans sa mentalité, dans ses valeurs. Alors, la première, c'est l'individuation. Moi, je suis quelqu'un d'assez précautionneux sur le plan de la terminologie. Je ne confonds pas le chinois avec l'américain. J'ai vécu aux États-Unis aussi, donc j'ai vu un peu les deux pôles. Donc là, je peux évaluer la distance qui reste entre les deux. Il n'y a pas d'individualisme en Chine comme aux États-Unis. Mais il y a une individuation, c'est-à-dire un processus lent, réel et très fort d'affirmation du moi. C'est fini l'époque de la modestie affectée, de la retenue. Aujourd'hui, on n'appartient plus, on n'est pas simplement un maillon dans une famille dont on doit servir la grandeur, la renommée. Non, on est une personne en tant que telle et on choisit sa vie. C'est énorme comme différence. Ça veut dire, par exemple, le mariage arrangé, en tous les cas dans les villes, c'est fini. Ça veut dire qu'il y a là, par exemple, un cas intéressant, bien sûr pendant la révolution culturelle, tout ce qui était occidental était interdit, y compris la musique, y compris le piano était interdit. Le piano, c'était considéré comme un instrument bourgeois. C'était interdit d'avoir un piano, etc. Enfin, les chevelures. Les jeunes femmes ne pouvaient pas se coiffer avec des chevelures qui pouvaient rappeler l'Occident. Non, c'était intolérable, elles étaient punies tout de suite. Alors, tout d'un coup, au sortir du communisme dur, on autorise à nouveau
la psychanalyse, il n'y a pas d'approche, disons, plus centrée sur le moi que la psychanalyse, eh bien ça y est, on peut l'exercer librement en Chine. Sans dit long sur le degré d'ouverture de ce côté-là. Alors la deuxième valeur, qui est complètement différente, c'est ce que j'appelle le nouveau matérialisme. Deng Xiaoping, un jour déclare, c'est quand même assez extraordinaire pour un pays qui officiellement était encore communiste, il déclare « s'enrichir est glorieux ». Il fallait oser. Mais venant de Deng Xiaoping au sommet, personnalité charismatique aussi, on prend ça au sérieux. Alors ça se transforme dans, si vous voulez, la pratique individuelle du chinois. Ça se transforme en un appétit de consommation. Ça devient un peu quelque chose comme le slogan pourrait être « j'achète, donc je suis ». J'existe à travers ce que je possède, ce que j'achète. C'est beau. Alors ça devient en quelque sorte aussi la quatrième croyance. Vous voyez, les trois premières, c'était le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Et la quatrième, ça devient le mercantilisme. Voilà. Alors, après ça, je parle de croyances. On a un retour des anciennes croyances traditionnelles avec l'astrologie, la divination. Tout ça, c'est emprunté au taoïsme. Le chinois, c'est un taoïste absolu. Il est taoïste dans tout ce qu'il fait. Sauf qu'il ne le sait pas, parce qu'il n'a pas lu beaucoup la philosophie taoïste, qui est compliquée, qui est difficile, et sur laquelle il n'y a que des occidentaux, réellement, pour s'attaquer en général. En revanche, lui, c'est un taoïste pratique. Et quand on a un peu lu la philosophie taoïste, c'est assez extraordinaire de voir que dans son quotidien, ce Chinois, sans le savoir, il est totalement taoïste. Alors, on retrouve aussi quelque chose qui est devenu extrêmement dans le retour des traditions, qui est devenu très populaire en Occident, le feng shui. Feng shui, la géomancie, en français. Vous savez, cet art d'organiser l'intérieur, etc., de positionner le lit par rapport à la fenêtre, par rapport à la porte, etc., où se trouve la position haute si on a un jardin, qu'est-ce qu'on met dedans, l'orientation de la maison. En Chine, ça allait loin. L'orientation de l'entreprise, comment on construit dans un endroit auparavant désert, il faut un bon feng shui, etc. Alors il faut s'accoler à une colline, à quelque chose qui monte, il faut en bas qu'il y ait un peu d'eau, si possible un ruisseau, une rivière, etc. Puis on met la maison entre les deux, et puis là, on bénéficiera de toutes les bonnes vibrations là, qui viennent de ces flux mystérieux qui entourent la planète. J'arrête là-dessus, mais c'est un sujet merveilleux, ça aussi, qui n'est pas inintéressant, puisque ce que les Chinois appellent le souffle du dragon qui entoure notre planète et dont il faut capter l'énergie, c'est ça le feng shui. Eh bien, nous, on a fait des recherches, disons, scientifiques, entre guillemets, et ça s'appelle les courants de Hartmann. Voilà, j'arrête là-dessus. Bien, le statut de la femme. Très beau sujet aussi. Alors, la femme, elle vient de loin en Chine. Autrefois, il y avait un dicton qui disait « avoir une fille, avoir un bébé, c'est une fille, c'est une calamité. C'est comme de l'eau qu'on jette sur une route. Rien ne pousse, ça ne sert à rien. » Et c'est vrai d'une certaine façon, puisque le bébé allait être élevé, on allait élever la jeune femme jusqu'à 16 ans, 18 ans, ensuite on allait la marier et elle passait dans la famille du mari. Autrement dit, le moment où elle pouvait devenir utile, on ne l'avait plus. Donc on avait payé tout l'investissement et on n'avait rien en retour. C'était vu comme ça. Je ne suis pas en train de vous donner mon point de vue personnel, vous le comprenez bien. Et tout d'un coup, alors de temps en temps, il avait dit des choses remarquables, Mao. Il avait fait des horreurs, bien sûr, mais de temps en temps, il lui arrivait de dire quelque chose qui avait sens, vraiment, au niveau de la société. Il a dit, la femme, c'est la moitié du ciel. Outre la beauté de la formule, mais un chef charismatique dont on suivait tous les ordres,
Bien sûr, on l'a pris au sérieux. Et on a mis les femmes dans les positions importantes. Moi, je fais par exemple des conférences en Chine de management à des dirigeants d'entreprises chinois. Alors, si c'est le top, les très grosses entreprises, mais ce qu'on appelle une grosse entreprise en Chine, c'est 100 000, 200 000, 300 000, 500 000. Même il y a des entreprises qui font 1 million de salariés. Bon, je sais bien que ça, ici, ça paraît surprenant, hein, mais c'est comme ça. J'ai travaillé avec elles de temps en temps. Alors là, ce sont encore souvent des hommes. Mais dès que vous passez aux PME, des entreprises plus modestes, hein, mais qui comptent aussi, vous avez dans l'auditoire une majorité de femmes. Autrement dit, les femmes sont aux commandes de l'économie chinoise. Grand bouleversement, hein, c'est un long chemin qui a été fait. Donc elles portent vraiment la moitié du ciel aujourd'hui. Enfin, la vision du monde, ben là aussi il y a eu des changements. Regardez ça, j'ai retrouvé une carte ancienne de la Chine. Alors cette carte ancienne, qu'est-ce qu'elle montre? C'est l'empire du milieu. L'univers était considéré comme plat. Bien sûr, ce n'était pas un globe terrestre. Et vous avez l'empire du milieu qui est entre les 4 mers. Le bleu, c'est les mers autour, et voilà la Chine au milieu. Mais la Chine, c'est presque tout. C'est quasi tout l'univers. C'est tout le monde habité. C'est toute la civilisation. C'est la Chine. Et ça occupe toute la surface. Alors, bien sûr, aujourd'hui, les Chinois sont très informés de ce monde. Très, très informés. Alors, ils savent, bien sûr, comme je le montre là, qu'ils sont dans le monde, mais qu'ils ne sont qu'une partie du monde. Ils ne sont pas le monde à eux tout seuls. Ils sont la première ou la deuxième puissance économique mondiale. C'est pas étonnant et c'est pas non plus extraordinaire. C'est simplement un effet d'échelle. Quand on est 1,3 milliard d'individus, ou 400 millions, c'est normal qu'on finisse par être au niveau du PIB la première puissance mondiale. Quand j'ai commencé à travailler en Chine il y a 27 ans, le PIB de la Chine était égal à celui de l'Italie. Simplement, la population italienne, elle ne fait pas 1,4 milliard d'individus. Donc c'est normal, ce qui se passe en Chine, ce n'est pas un exploit, ce n'est pas extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est quand même la montée du niveau de vie. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont vécu des affres comme cela et dont le sort des citoyens n'est pas meilleur aujourd'hui qu'hier. Je voudrais ajouter une chose là-dessus. Une chose importante, c'est un des grands concepts qui permet de comprendre la Chine. Alors je le dis tout de suite, la Chine n'est pas un État-nation. Un État-nation, qu'est-ce que c'est? Une population et un territoire. Bon, non, la Chine, c'est plus que ça. Ce n'est pas un État-nation, c'est un État-civilisation. Ça a beaucoup de conséquences dans la carte cognitive chinoise. Le chinois, c'est le centre du monde, c'est la civilisation, la culture matricielle par excellence, celle qui nourrit toutes les autres. Autrement dit, pour un Chinois, c'est normal que toute l'Asie, ou la plus grande partie de l'Asie, Japon, Corée, Vietnam et autres, soit confucéen et souvent adopter l'écriture chinoise, etc. Et la pensée, et le mode de pensée chinois. Et c'est ainsi que la Chine conçoit sa mission universelle. Elle n'est pas universelle dans le multiculturalisme, non, la Chine. Elle est universelle dans la propagation de sa civilisation. Voilà. Alors ça se fait avec la diaspora. Il y a des endroits où c'est très puissant. On n'a pas idée. Ici c'est presque au niveau du folklore en Europe. Il y a les Chinatown, etc., les instituts Confucius, ces choses-là, mais non, c'est rien. Si vous regardez l'Asie du Sud-Est, mais l'économie thaïlandaise, l'économie philippine, l'économie indonésienne sont complètement contrôlées, pas par la Chine, mais par des Chinois. Alors, on leur a donné, par exemple, les Thaïlandais sont très préoccupés. Vous savez, c'est le seul pays qui a été toujours indépendant en Asie du Sud-Est. Et la Thaïlande est très préoccupée de protéger son indépendance et sa spécificité. Alors, ils ont obligé les Chinois à prendre des noms thaïlandais. Ils ont tous des noms thaïlandais, mais ça ne trompe personne. Moi, quand j'y vais, ils m'expliquent d'où ils viennent. Et ils me disent on est chinois, même si on s'appelle avec des noms thaïlandais. Et alors, ce qui est intéressant,
derrière, c'est que la Chine regarde ces gens comme toujours chinois. Bien sûr, ils peuvent avoir un passeport thaï, un passeport américain, un passeport allemand, peu importe. Non, non, ils sont intrinsèquement chinois. Voilà. C'est comme ça que la Chine voit le monde et son rapport au monde. Tout à fait intéressant parce que ça peut nous éclairer non seulement sur les affaires, sur la manière dont on peut traiter avec eux, mais sur la géopolitique. Vaste sujet, hein. Alors, l'approche chinoise de la négociation. Là aussi, elle est essentiellement marquée par le taoïsme. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, une approche holiste. Une approche holiste, ça veut dire quoi? Eh bien, on va du général au particulier. On fait exactement le contraire de nous. Nous avons une approche analytique. On travaille sur le particulier et progressivement, on va construire un ensemble. Je vais prendre un exemple pour l'illustrer. En Chine, quand on rédige une adresse sur une enveloppe, on commence par quoi? Par le pays. On continue par la province. On poursuit par la ville. Puis la rue, ensuite le numéro de la rue, enfin le nom de famille et enfin le nom personnel. On fait exactement le contraire de nous. Et quand un Chinois vous donne sa carte de visite, il y a d'abord le nom de famille et le prénom vient après. Exactement le contraire de nous. Donc on est là. Si vous, par exemple, vous allez en Chine, j'espère que certains d'entre vous ont déjà été en Chine. Qui parmi vous a déjà été en Chine? Levez le bras. Oh ben alors, c'est merveilleux. Donc, je suis en train, j'espère que je ne vous dis pas des choses archi connues de vous, hein, quand même. Bien, mais vous avez vu tout de suite qu'effectivement, on remplit ça. Alors, sa date de naissance, quand on remplit la petite fiche de police, on commence par l'année, on continue par le mois et on finit par le jour. Ben, c'est ça l'approche holiste. Alors, l'approche holiste, c'est un des outils essentiels, hein, de la saisie globale. Le chinois a une saisie globale, générale, intuitive. Alors, dans la négociation, ça va vouloir dire quoi? Le chinois va tourner autour du problème, mais il ne va pas rentrer dedans, alors que l'occidental, il va tout de suite toucher à certains points du problème. Donc, on ne se rencontre pas pour commencer. Alors, le holiste commence là, puis progressivement, il va avancer. L'analytique est déjà dans le truc. Il faut qu'ils se rendent compte. À un moment ou à un autre, ils doivent se rencontrer. Ce n'est pas facile et il y a beaucoup de malentendus là-dessus. Et quelquefois, ils mettent tellement de temps à s'ajuster et se rencontrer qu'ils ont arrêté de se voir. Ils ont désespéré de la possibilité de se rencontrer. Donc, effectivement, si on a compris tout ça, on peut agir autrement. Mais sans cela, effectivement, on est sur les deux rives d'un fleuve et on n'arrive jamais à se rencontrer. Alors la deuxième chose qui est intéressante, c'est l'approche chinoise paradoxale. Elle est paradoxale. On a en Chine ce qu'on appelle une pensée associative. Au lieu de dire les choses sont blanches ou noires, comme on le dirait en Occident, non, elles sont blanches et noires à la fois. Il fait chaud ou froid? Non, il fait chaud et froid en même temps. Ça va loin. On peut dire c'est le jour et la nuit. Oui, c'est pas le jour ou la nuit. Il fait jour ou il fait nuit? Non, il fait un peu jour, un peu nuit. On est entre les deux. Est-ce que les choses sont vraies ou fausses? C'est la condition de scientificité, hein, en Occident. Ben non, en Chine, les choses sont à la fois c'est vrai et c'est faux. Enfin bref, on est toujours dans la zone grise. Et cette zone grise, oui, elle va exister dans tous les actes que l'on produit avec eux. Alors c'est, pour simplifier, pour résumer surtout, c'est le rejet de la binarité. La Chine, le principe, c'est le rejet de la binarité, hein, le rejet du principe de non-contradiction sur lequel on a construit, nous, toute notre approche intellectuelle. Alors, ça va assez loin, bien sûr. Alors, je ne vais pas passer de temps là-dessus, mais vous connaissez tous le Tao, le symbole du Tao, hein. Quand même, pour ceux qui n'ont pas les idées claires là-dessus, il y a le yin, le principe féminin, c'est le noir, hein. Contrairement à ce que certains croient, c'est la partie noire, hein. Et le yang, c'est-à-dire le principe masculin, c'est la partie blanche.
Mais la partie blanche, elle a son rond noir, et la partie noire a son rond blanc. C'est bien, hein? Bien. Alors, là aussi, hein, dans le taoïsme, on gère l'équilibre, le yin-yang. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, la puissance, par exemple, bien sûr, la puissance, elle est inhérente au yang, mais elle dépend du yin, c'est-à-dire, par exemple, de la capacité d'écoute. Si on n'est pas capable d'écouter, on n'a pas l'information, on ne peut pas exercer vraiment une décision et sa puissance. Alors, on a à travers ça, par exemple, aussi la fameuse stratégie taoïste que reprend Sun Tzu, la stratégie de l'eau. On n'attaque pas frontalement, on prend la logique de l'eau. L'eau, elle est silencieuse, elle va progressivement occuper les creux, et un beau jour, elle va tout entourer. Et alors l'eau, attention, le jour où on a tout isolé par l'eau, celui qui a réussi ça, il a gagné. Alors on a également, pour terminer là-dessus, l'équilibre et le juste milieu. Bon, c'est la voie moyenne, hein, c'est ça. Alors le chinois éduqué en principe, hein, il véhicule cette valeur, la recherche de la voie moyenne. Il ne faut pas trop abuser, il faut rester dans l'équilibre. Hein. Voilà, c'est taoïste, c'est bouddhiste. Et enfin, l'importance du centre. Vous avez tous appris, ceux qui ont surtout fait un peu de chinois, ce que je conseille. Mais si vous faites du chinois, faites-en pas pour apprendre à parler chinois. C'est banal, mais pour écrire le chinois. Parce que tout ce qui est intéressant, c'est les caractères chinois. C'est ce qui rend la culture chinoise complètement unique au monde. C'est l'usage du caractère. Donc si vous apprenez un peu de chinois, apprenez surtout à écrire. Mais il n'y a pas besoin d'écrire 3000 signes pour avoir compris comment ça fonctionnait. Hein. Vous en apprenez 150, 300, puis ça suffit bien pour commencer. Mais vous aurez appris quelque chose d'autre en faisant ça. Alors que les langues parlées, moi j'en ai appris 5, 6, c'est banal. Et le chinois, c'est comme les autres. Mais en revanche, l'écrire, c'est autre chose. C'est un voyage en soi. Et c'est un grand saut dans l'inconnu, c'est merveilleux. Vous savez que, par exemple, lorsque le chinois, il ne lit pas un texte, il regarde des images. Eh oui, un texte en chinois, ce sont des images, des caractères. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la même partie du cerveau qui fonctionne quand on regarde des images ou quand on lit. Et rien que ça met en branle d'autres cellules grises hein, chez vous. Comme dirait les petites cellules grises, comme dirait un fameux détective belge. Hein. Bien. Alors, ce qui va être intéressant, alors bien sûr, nous avons 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Ben non, les Chinois en ont 5. Eh oui, le 5e, oui, il tombe sous le sens maintenant, puisque je l'ai introduit. C'est le centre. Et tout commence par là. Hein. Quand vous avez une adresse, une grande avenue, à Pékin, Shanghai ou ailleurs, il y a la partie centrale, il y a la partie ouest, la partie est. Et tout commence par le centre, effectivement. Hein, comme le nom du pays, puisqu'on sait bien que le terme Chine, China, etc., c'est inventé par les Occidentaux. Les Chinois ne s'appellent pas comme ça. Hein, la Chine, en chinois, c'est Zhongguo. Zhongguo, c'est-à-dire l'empire du milieu, le pays du centre. C'est l'axe du monde, même. C'est la même chose. Donc ça va loin, de ce côté-là. Alors, dernier point, mais pas des moindres. Si on regarde le négociateur chinois, qu'est-ce qu'il est ? Il est à la fois, il est 2 choses. Il y a 2 êtres en lui, et c'est ce qui va le rendre à la fois intéressant, mais diablement compliqué. Hein, c'est sa personnalité paradoxale. À la fois, c'est un gentleman et c'est un guerrier. Bon. C'est un gentleman au sens où c'est l'homme de bien confucéen. Celui qui est là pour préserver l'harmonie, etc. Et en même temps, c'est le stratège à la Sun Tzu, celui des coups tordus, celui on doit vaincre, on doit s'affirmer, on doit l'emporter. Voilà, alors donc, dans une situation comme la négociation, où on recherche d'abord un équilibre, on va se retrouver face à l'un ou face à l'autre. Alors on va voir dans un instant comment on peut fonctionner vis-à-vis du négociateur chinois et quelles sont ses stratégies. Regardez alors, ça c'est un dicton chinois, hein, aussi précaire qu'un empilement d'œufs.
Effectivement, si on entasse des œufs les uns au-dessus des autres, regardez en haut, qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre le prochain œuf en équilibre, hein. Tout va se casser la figure. Ben ça, c'est les constructions savantes des Chinois, qui aiment bien les choses compliquées, tarabiscotées. Oh là. Il y a un moment où ça va mal finir, et le Chinois lui-même le sait, puisque c'est lui qui a produit ce type de réflexion. Alors j'en ai pris beaucoup sur des ouvrages classiques d'enseignement en Chine. Alors, on va regarder tout ça maintenant au niveau du comportement et des stratégies du Chinois à la table de négociation. La première chose, mais on le sait parce qu'on l'a beaucoup diffusé, tout ça, c'est la face. Le rôle essentiel en Chine de la face, de la réputation, de l'apparence. On est sa face. La face, c'est plus important que la vie pour beaucoup de gens. C'est tout dire, hein. Bien, donc la face, il faut garder la face, la préserver. Quand on négocie avec des Chinois, il faut toujours leur sauver la face. Jamais les embarrasser, surtout en public. Vous avez devant vous un interlocuteur, vous discutez d'un problème technique, il est complètement incompétent, il vous fait perdre votre temps, il dit n'importe quoi, il ne faut surtout pas lui mettre le nez dedans. Il faut faire comme s'il était tout à fait intéressant, etc. Il faudrait essayer de rattraper ça autrement. Ce n'est pas simple, hein, mais c'est indispensable. Deuxième point, l'harmonie, on en a assez parlé, hein, avec Confucius, Lao Tse, etc. Le troisième, le jeu indirect, c'est la manière de faire pour préserver l'harmonie. On ne dit pas les choses directement, hein, on les suggère, on fait tout un parcours intellectuel tarabiscoté pour que l'autre comprenne finalement qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec lui. Le guanxi, alors ça c'est le réseau. Mais c'est le réseau très fort. Ce n'est pas simplement le réseau comme on appartient à la même grande école et après on se rend des services mutuels. Il y a une obligation. Il y a cette obligation mutuelle dans le réseau en Chine, dans le guanxi. C'est pourquoi on n'arrive pas à bien le traduire, hein, guanxi. C'est plus que réseau, c'est plus fort que ça. Il y a une obligation mutuelle. Chacun se construit son guanxi en Chine. Moi, j'ai construit le mien. Eh bien, on ne peut pas refuser. Si je demande quelque chose, par exemple une information, les gens qui appartiennent à mon réseau ne peuvent pas me la refuser. On se donnera un mal fou, mais on le fera. Et vice-versa, moi aussi. Hein, je ne peux pas non plus dire, écoute, moi, je suis prêt à t'aider, mais là, je ne suis pas vraiment la bonne personne. Est-ce que tu ne peux pas regarder ça avec quelqu'un d'autre? Non, je ne peux pas faire ça en Chine. Voilà. Alors, qu'est-ce que moi je demande à mon réseau? Surtout, c'est de l'information. L'information, parce que l'information, c'est ce qui va gouverner l'action. C'est ce qui est le plus important, le plus indispensable. Et ça ne coûte pas trop cher aux Chinois. Et ça peut rapporter gros. Ensuite, et enfin, la prise de risque aussi. Le Chinois, il a ça de particulier, il prend énormément de risques, selon nous. Mais je dirais, moi, qui ai beaucoup vécu avec eux, hein, qui est partagé, j'ai vécu dans des familles, j'ai partagé vraiment beaucoup de choses avec les Chinois. Hein. Eh bien, je dirais que le Chinois, c'est pas vraiment un preneur de risques. Il prend des risques parce qu'il ne voit pas le risque. S'il se rendait compte du risque, il l'éviterait. Il ne se rend pas compte. Il est hyper optimiste dans les affaires. Il croit que demain, ça va être formidable. Il va vendre tout ce qu'on veut, tout ce qu'il veut. Il va faire fortune, mais pas du tout. Hein. Ce n'est pas parce qu'il a construit un hôtel qu'il va le remplir, cet hôtel de clients, hein, etc. Donc voilà, on est dans cela. Le risque, la vision du risque n'est pas du tout la même. Et enfin, la confiance. Alors en Chine, la confiance, elle n'existe pas au départ. C'est le contraire de chez nous. Nous, on pense que quelqu'un, sauf à être une canaille, hein, un escroc, en principe, il devrait être correct. On s'attend à ça. Non. En Chine, l'interlocuteur, il est toujours présumé coupable. Donc il va falloir démontrer qu'on est quelqu'un d'honnête, qu'on est quelqu'un de respectable. C'est la construction de la confiance qui va prendre un certain temps. Parce que la Chine des affaires, c'est un univers impitoyable aussi. Alors, nous avons là deux types de négociations en Chine. La négociation traditionnelle, c'est celle qu'on va trouver dans l'arrière-pays. On se promène dans les lointaines provinces, et il y en a beaucoup encore. Hein, eh bien, il y a les considération de face, la modération, le jeu indirect, les gens sont extrêmement polis, courtois, on fait des tas de discours, c'est laborieux, il faut passer par des banquets, des toasts, des célébrations, etc.
Bien. Et puis, il y a la négociation dans sa formule moderne, celle qu'on va retrouver avec la plupart du temps à Shanghai, à Pékin, à Shenzhen, dans les grandes villes modernes du littoral pacifique. Et là, c'est beaucoup plus rapide. C'est assez informel. C'est un comportement assez occidentalisé, je dirais, dans ce qui est visible, c'est-à-dire, évidemment, le comportement. Mais derrière, il ne faut pas s'y tromper. Le chinois, il a toujours ses valeurs chinoises. Et l'étranger reste un étranger. Et oui, on va nous regarder, nous traiter quand même spécialement. Plutôt mieux qu'un chinois. Hein. On a beaucoup plus d'égards quand on est chinois envers un étranger qu'envers un chinois. Hein. Donc, bon, mais on est un étranger. Il faut savoir qu'on est sur l'autre rive. Hein. Et que le chinois nous voit comme ça. Enfin, le cadrage cognitif, il est complètement chinois, c'est-à-dire il est holiste, il est non-binaire, il est très marqué par le taoïsme. Alors on va rencontrer à partir de là, rappelez-vous, si vous avez été uniquement dans des villes comme Shanghai, vous n'avez pas vu la Chine. Vous avez vu la vitrine de la Chine. Et si vous n'avez pas fait cette différence, vous n'avez pas compris la Chine. C'est une vitrine très organisée, très bien faite. C'est la Chine entière qui paye pour Shanghai. Mais quelle réussite, quelle beauté, quelle vitrine. Superbe. Bien. Alors, je voudrais vous montrer... Non, d'abord, 3 types... oui, si, c'est bien ça. Une image intéressante. Alors ça, c'est le comportement occidental qui choque incroyablement le chinois. Regardez bien cette image. Bon, c'est d'une part l'ex-présidente coréenne et un chef d'État en exercice, et d'autre part, c'est Bill Gates, le sympathique Bill Gates. Il est sympathique, c'est un des hommes les plus puissants et les plus riches du monde, mais il est en train de faire quelque chose d'énorme. Tout le monde l'a remarqué, là. Hein. Regardez sa main dans sa poche. Mais pour un Chinois, c'est inouï, c'est une offense, c'est un scandale, c'est un manque de respect, mais insupportable, inqualifiable. Alors, vous savez que les Chinois n'aiment pas les Coréens, et les Coréens leur rendent bien. Mais même pour un Chinois, regardant un Coréen, ils se disent « mais c'est indigne, un type aussi important, comment peut-il se comporter avec simplement un Asiatique d'une façon aussi inqualifiable ?» Manque de respect. Voilà. Alors là, c'est pareil, le Chinois, il regarde tout. Et il y a un certain rituel et une certaine attitude à respecter toujours. Et là, Bill Gates, mais moi je ne le connais pas personnellement, mais je me doute bien qu'il n'est pas venu là de façon arrogante pour l'offenser, cette dame. Mais non, c'est un étudiant qui n'est jamais sorti de son comportement d'étudiant. Hein. Et il est là, la main dans la poche, bon, il ne sait pas quoi faire de ses mains, il en fourre une dans sa poche. C'est pas malin. Et ça a été très mal pris. Voilà, donc c'est à retenir. Il y a sans arrêt là un rituel à respecter, une apparence. Et le chinois y accorde la plus grande importance. Alors, quand on est en Chine et qu'on négocie, voilà, moi j'ai classifié les centaines et centaines de négociateurs avec lesquels j'ai travaillé en 3 grandes catégories. Les pandas, les dragons et les tigres. Alors, je vais les détailler un peu. Hein. Bon, le panda, alors... c'est un interlocuteur qui est fasciné par l'Occident. Il est fasciné par la technologie. Ça lui plaît ce que vous lui apportez. Il aime votre manière de faire, votre manière de gérer les problèmes, votre manière de travailler. Alors, c'est facile hein, de négocier avec lui. C'est facile de travailler avec lui. Il est enthousiaste. Souvent, ce sont des ingénieurs, des gens comme ça. Hein. Ils sont fascinés. Là, c'est très facile de travailler avec lui. Il reste qu'il est chinois, mais quand même, ça facilite beaucoup les choses, cette disposition d'esprit. Ensuite, vous avez le dragon. Alors c'est autre chose, c'est tout à fait autre chose. Le dragon, c'est un type ou une femme bien sûr, qui est rêveur, fantasque, imprévisible. En général, il a de grands projets, le dragon. Ouais, mais alors, il est difficile à comprendre. Il est comme c'est ça le symbole du dragon, c'est-à-dire qu'il est puissant, imprévisible, il a toujours des idées grandioses. Attention, il peut vous mener loin, au meilleur comme au pire. Hein. Et on a du mal à le comprendre. Pourquoi il fait ça? Jusqu'où veut-il aller? Etc. Oh là là, il n'est pas de tourpeau. Mais on peut faire de très grandes choses avec lui. Et il n'est pas du tout antipathique. Hein.
mais un petit peu risqué, dirons-nous. Et enfin, le tigre. Alors le tigre, c'est le prédateur, vraiment. C'est le type qui vous voit comme étranger, comme simplement une volaille à plumer. Hein. Par exemple, il va monter une joint venture avec vous et il va commencer non pas par attaquer le marché, comme vous l'imaginez, mais à siphonner votre technologie, à la transmettre voilà, là où elle ne devrait pas aller, à vous piquer vos clients, vos équipements, etc. Enfin, c'est le voyou type. Alors, ça existe malheureusement, et il y en a une bonne proportion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tant mieux si on tombe sur un panda. Si on tombe sur un dragon, méfiance, attention, il faut l'aider à ne pas prendre trop de risques, à mettre les deux pieds sur terre de temps en temps. Et puis, si c'est un tigre, à éviter absolument. Alors, il faut le détecter assez vite avant de s'être fait pourrir la vie, hein, pas par lui, parce que ce sont des tueurs. Voilà. Alors, l'Occident et la Chine, mais oui, merveilleux. Alors, je vais vous montrer l'Occident et la Chine vus par des Chinois, les rapports entre les deux. Alors, plus exactement, c'est un observateur chinois, c'est une dame, une Chinoise qui vit, elle vit en Allemagne. Alors voilà, elle nous dit ce qui surprend le plus un Chinois qui vit en Occident. Alors regardez, ça c'est l'expression de l'opinion. Alors en bleu, l'occidental, en rouge, le chinois. Alors voilà, qu'est-ce qui sidère un Chinois? C'est que quand on pense quelque chose, on le dise, nous occidentaux. C'est trop fort, mais c'est pas croyable. Bon, c'est comme ça, parce que le Chinois, lui, alors là, quand il a une idée en tête pour arriver à la développer, etc., c'est un labyrinthe. Hein. Et la négociation complexe en Chine, c'est un sacré parcours labyrinthique qui peut durer des mois, des années parfois. Voilà, alors ça c'est le premier point, mais les Chinois vont nous réserver d'autres surprises. Alors le second, c'est l'expression de la colère. Bon, alors la bulle, c'est la façon dont ce qu'on ressent, ce que l'individu ressent, et ce qui apparaît après, en grand, c'est ce qu'il exprime. Alors nous, on est en colère, occidentaux, on l'exprime. On se met en colère, on commence à hausser le ton, on commence à dire des choses déplaisantes, etc. On devient agressif. Le Chinois, il est en colère, mais non, il continue de garder son sourire, d'être bien poli, bien aimable, parce qu'en Chine, on ne doit pas manifester ses émotions. C'est perdre en statut, c'est perdre en prestige. Pour nous, ça, le prestige et le statut ne jouent pas là-dedans, mais pour eux, si. Alors surtout devant des étrangers. Donc vous aurez des gens qui sont là avec un perpétuel sourire, mais en réalité, ils ne sont pas contents de vous. Hein. Dans la négociation, ils ne sont pas heureux, ils sont fous furieux. Mais vous ne le saurez pas. Alors, moi, je peux vous dire, quand je négocie avec un Américain, je n'ai pas besoin d'un quart d'heure pour savoir où j'en suis dans sa tête. Hein. S'il est content de ce que je propose ou pas. Ça ne met pas longtemps, il est transparent. Mais le Chinois, il est joliment opaque. Alors, devant un problème, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait le Chine? Alors, l'occidental, il a un problème, il essaye quand même, en principe, de le résoudre. Hein. Bon, le Chinois, pas du tout. Un problème. La vraie question, c'est comment on va le contourner. Comment on le contourne? Alors, on peut essayer de gagner du temps, on peut essayer de ne pas répondre, d'ignorer, fermer les yeux, etc. Mais en tous les cas, le premier réflexe, c'est pas de traiter le problème. Hein. Surtout pas. Bon, il faut le savoir. Hein. C'est-à-dire quand on a en commun un problème, au niveau d'une joint venture avec deux têtes, oui, on ne va pas essayer de les résoudre de la même manière. Ça va créer des tensions, ça va créer des problèmes. C'est normal. Ce n'est pas la mauvaise volonté des uns et des autres, c'est la culture qui est différente. Alors, le chef, le statut du chef, du patron. Bon, alors en Occident, hein, patron, il est un peu au-dessus quand même des autres, mais c'est pas non plus, il n'est pas divinisé. Hein, quand même, il peut faire des bêtises comme tout le monde. Et puis on discute, par exemple, ses décisions. Pas forcément avec lui, mais on discute dans la coulisse. En Chine, le boss, mais il est entre ciel et terre. Il y a un sens aigu de la hiérarchie qui est incroyable. On ne parle pas devant son patron.
On écoute, mais il ne viendrait même pas à l'idée d'un Chinois de débattre de la décision. Ça y est, elle vient du ciel, c'est un édit, c'est un mandat reçu. Et puis voilà, c'est tout, on l'exécute. Je veux dire, il y a quelque chose d'extrêmement différent là aussi, ce qui fait que en Chine, on témoigne d'un respect pour le patron, mais qui est incroyable. Alors vous imaginez en plus, quand il dirige, ça m'est arrivé de travailler avec eux, ils dirigent 100 000, 200 000, 300 000 personnes, c'est une grande entreprise chinoise, alors là, il est considéré comme, vraiment comme quasi divin. Hein. En tous les cas, il a le mandat du ciel, hein, et on le traite comme tel. Alors, les stratégies chinoises de négociation, pour finir un petit peu cet exposé, d'abord, là, vous avez quoi? Ah ben, quand même, il faut regarder les caractères hein, pour comprendre un peu tout ça. Alors, en chinois, la négociation, ça se dit tampan. Alors, il y a 2 caractères, et chaque caractère, j'ai pas de quoi le montrer autrement, mais vous le voyez, chaque caractère a 2 composants. Hein. L'un à gauche, on commence par là, et l'autre à droite. Alors, le premier caractère, le premier élément, ça veut dire discussion. Et le deuxième, c'est étincelle au pluriel. Vous avez 2 étincelles, là, vous les voyez, hein. On arrive ce sont des images, donc on peut le décoder de ça. Hein. Et puis, le deuxième caractère, c'est pan. Alors, pan, la première partie, c'est demi. Et la seconde, c'est le couteau. Le couteau, c'est-à-dire l'idée de trancher, émettre un jugement, prendre une décision, hein, c'est les 2 traits verticaux. Voilà. Alors le tout fait tampan, c'est-à-dire discuter et décider. Voilà le concept de négociation pour un Chinois. Voilà, vous l'avez là. Vous le retrouverez sur l'Internet si vous n'avez pas le temps je vous le laisse pour que vous le dessiniez. Bien. Alors, ce que disent les Chinois, d'abord, il faut savoir que pour un Chinois, il est câblé culturellement dans le gagnant-perdant. C'est un jeu à somme nulle pour lui, la négociation. Et le tout, c'est d'être du côté du gagnant. Et mes gains sont les pertes de l'autre et vice-versa. Win-win. Il n'est pas idiot, il l'a entendu, win-win, hein, par les Américains et autres. Bon, alors il dit win-win, bon, d'accord, ouais. Alors, dans la négociation, tous les quarts d'heure, il vous balance du win-win. Mais il n'en croit pas un mot. Il n'a pas tort, d'ailleurs, de le dire, parce que ça ne mange pas de pain, ça. Hein. Win-win, 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 very good. Mais en réalité, moi, je peux vous dire par expérience hein, qu'au départ, win-win, c'est peut-être simplement le nom d'un panda dans un zoo du Sichuan. Ça ne va pas au-delà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en réalité en Chine? On a 2 méthodes de négociation que j'ai vraiment distinguées de la part du chinois, la guerre de mouvement ou le projet conjoint. Alors, la guerre de mouvement, c'est derrière toujours le sourire chinois, toutes les techniques guerrières de Sun Tzu, les 36 stratagèmes, etc. L'étranger est vu comme un adversaire, un prédateur sur la terre chinoise. Il est venu pour s'enrichir aux dépens des Chinois, hein, faire son beurre sur la Chine. Et effectivement, derrière, on va faire en sorte que, ils ne s'en sortent pas comme ils le voudraient. Alors, vous avez là un des grands classiques. Vous savez, tous les écoliers chinois lisent 4 grands classiques, et c'est un des 4, c'est les 3 royaumes. Alors les 3 royaumes, c'est un roman historique où on montre sur 2000 pages la lutte pour le pouvoir. C'est un florilège de stratégie, tactique, coups tordus, guerriers. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez terrifiant, passionnant. Lisez-le de temps en temps. Vous ne pouvez pas lire 2000 pages, vous avez autre chose à faire, mais de temps en temps, prenez un chapitre, lisez une trentaine de pages, vous avez déjà été édifié. Ah, c'est pas mal. Bon, il a lu ça, lui aussi, le chinois, et il s'en est inspiré. Il y a aussi des livres sur les 36 stratagèmes. Il y a aussi autre chose d'intéressant, le Weiqi, qu'on appelle en français le jeu de Go. Go, c'est un mot japonais en réalité, hein, mais ça ne s'appelle pas comme ça, c'est le Weiqi. Et c'est un jeu dont vous avez entendu parler. On ne détruit jamais une pièce, mais on encercle progressivement. Hein. Et on paralyse lentement, on crée des cercles, on crée des zones qu'on contrôle, et à un moment ou à un autre, au bout de quelques heures,
eh bien l'autre, il ne peut plus bouger. Et ça y est, il a perdu. Eh bien, c'est la technique chinoise pour approcher un peu ce combat. Les 36 stratagèmes, si ça vous intéresse dans les questions-réponses, je vous en donnerai quelques exemples, ça dépendra de vous, mais c'est ça. Alors, en revanche, la deuxième chose, c'est le projet conjoint. Alors moi, je ne conseille pas du tout la guerre de mouvement, parce qu'en Chine, compte tenu du fait que le chinois contrôle le contexte et tout, vous en sortirez mal. Hein. Ou sur un coup, vous pouvez gagner, mais il se vengera plus tard. Et vous serez perdant sur le long terme. En revanche, le projet conjoint, c'est ça. Regardez. C'est aussi un symbole chinois assez beau. Hein, vous savez, en Chine, on ne met pas les gens face à face. On les met les uns à côté des autres et on met une tasse de thé entre les deux. C'est quand même pas mal. Donc, on regarde dans la même direction. On partage la même vision. Tout à fait intéressant. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, on essaye de construire la vision commune ensemble. On développe la relation pour la nourrir ensuite. Et donc, c'est se prêter au rituel dont j'ai parlé tout à l'heure. On va, si vous voulez, plutôt négocier la construction du problème que sa résolution. Donc, on intervient en amont. Et là, ça peut donner de bons résultats. C'est négociant confucéen, finalement. Alors, moi, je le fais avec toutes ces techniques aussi de pratique derrière, hein, où on passe du temps pour construire la relation avec l'interlocuteur chinois. On va prendre une bière ensemble, on va bavarder après le travail, on va manger de temps en temps. S'il vous invite chez lui, oh là là, on a franchi un seuil énorme parce que le Chinois n'invite pas chez lui en principe, il invite au restaurant. Mais si vous rentrez dans la sphère privée, vraiment très privée du Chinois, là c'est un indicateur de quelque chose d'important qui s'est passé. Moi, ce que je fais, par exemple, de temps en temps, je l'ai dit hier, c'est d'aller au massage de pied. Massage de pied, attention. Hein. Un salon de massage en Chine, non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas les pieds que ces dames vont masser, hein, si vous pointez là. Mais en revanche, un salon de massage, c'est tout à fait autre chose. Certains d'entre vous l'ont peut-être fait, et tant mieux. C'est une salle où c'est public. Vous avez une dizaine de lits qui sont les uns à côté des autres. Vous allongez. Vous avez votre interlocuteur qui s'allonge sur le lit d'à côté et vous bavardez. Pendant ce temps-là, on travaille sur vos pieds. Ce n'est pas du massage, c'est autre chose. Alors, c'est une trituration. Le premier quart d'heure, c'est un supplice. C'est un supplice insupportable. Vous demandez, mais quelle idée vous a pris de venir là encore? Vous ne méritez pas ça quand même. Et puis, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tout d'un coup, ça s'arrête. Il continue, mais ça s'arrête, la douleur. Et vous commencez à vous sentir de mieux en mieux. Et tout d'un coup, vous vous sentez tellement bien que vous vous endormez. Ça dure 1 heure en tout. Vous vous réveillez quand même et après vous êtes au nirvana, vraiment, c'est merveilleux. Alors je le conseille parce que c'est sans danger, c'est sans risque, ça ne compromet en rien la réputation de la personne et c'est très bien tout point. Qui a essayé parmi vous déjà le massage de pied? 1, 2, voilà, vous voyez, vous en êtes sortis bien, je pense, un peu comme moi, c'est une merveilleuse expérience. Faites-le en Chine, hein. Moi, je l'ai fait au Vietnam, je l'ai fait en Thaïlande, ça n'a rien à voir. C'est bien, je ne veux pas les critiquer, mais c'est rien à côté. C'est rien à côté. Non, le vrai massage de pied, c'est en Chine, et puis il faut souffrir. Sans ça, on ne peut pas être bien après. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va passer tout de suite. Ah oui, quand même, quelques mots là-dessus. Bon, vous connaissez ce symbole, le bambou. Oui, tout est symbole en Chine, et tout fait sens. Le bambou, c'est le symbole de l'intégrité. Alors malheureusement, en Chine, les coups tordus abondent. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme coup tordu essentiel? On va essayer de résumer tout ça. Le vol de technologie, j'en ai parlé, la contrefaçon. 90% des parfums français vendus en Chine sont des contrefaçons. 90%. Autrement dit, si vous voyez un parfum français en Chine, normalement, ça ne peut être qu'une contrefaçon, sauf exception. La corruption. Corruption de mots. L'an dernier, 300 000 membres du parti ont été sanctionnés. Officiellement, 300 000. En réalité, il y en a peut-être 10 fois plus. Il y a tous ceux qui n'ont pas été pris et il y a
Vous savez, les statistiques en Chine, on divise par 10 volontiers. Hein. Donc, si on dit 300 000, c'est peut-être 3 millions. Et si on n'en a pris que le 10e, ça veut dire qu'il y a 30 millions de gens corrompus. Le parti fait 80 millions à peu près de membres. Autrement dit, il y a presque la moitié des membres du parti corrompus. Ça ne m'étonnerait pas, moi. Ça ne m'étonnerait pas, parce que ça va loin. Hein. Détournement de fonds, ça fait partie aussi de ces choses. Un dernier point, le népotisme. Je ne l'ai pas mis, mais on devrait le mettre dans la liste. Sauf que le népotisme en Chine, c'est une obligation morale. Quand on est dans une fonction importante, on a le devoir d'aider sa famille aussi, et ses proches, et ses amis. C'est une obligation morale, c'est pas comme ici ou ailleurs. Hein. Quelque chose de négatif. Alors, pour terminer, deux, trois petites choses qui montrent là des contrefaçons, des copies, des choses. Regardez, Obama Fried Chicken à la place de Kentucky. Si Obama savait ça, hein, il sert à tout décidément, hein, même s'il n'est plus au pouvoir aujourd'hui. Ensuite, l'OMC. L'OMC est vraiment partout aussi. L'OMC McDo, hein, comme si ça avait un rapport. Bien, mais dans la mouvance de quelque chose, on associe. Et on y va. Je continue. Pizza Hut, ça a l'air hein, d'un Pizza Hut. Bien sûr que c'est une contrefaçon. Regardez, c'est pas 2 T, c'est un H à la fin de Hut. Hein, mais c'est finement combiné. Et ça peut faire illusion. Un autre, Family Mart. Alors là, ils ont fait des fautes d'orthographe en les recopiant. Ils ne sont pas bons. Hein. Il y a 2 L à Family et ils ont oublié le T de Mart. Et Starbucks, ils ont doublé le S à la fin. Bon, ce n'est pas encore parfait hein, de ce côté-là. Et enfin, un peu d'humour pour terminer. Regardez ce sont de vraies photos vues en Chine. Hein. Et dernière chose, alors bien sûr, être efficace en Chine, il faut s'armer de patience. C'est une qualité qui ne peut pas être que chinoise. Si vous allez en Chine, il faut l'avoir. Parce que le temps, quand même, non seulement adoucit les plaies, facilite les choses, mais les Chinois ont une très belle formule pour ça. Ils disent, avec le temps, la feuille du mûrier se transforme en soie. C'est très beau, et c'est bien vrai. Bien, je m'en tiens là. Merci à vous. Xie Tajia, merci de votre patience et de votre attention. Maintenant, on a quelques minutes pour les questions. À vous. Comment, quand on négocie avec des Chinois, pouvoir reconnaître le profil du Chinois qu'on a en face? Est-ce qu'on a un panda, est-ce qu'on a un dragon ou est-ce qu'on a un tigre? C'est une question importante, c'est même essentiel. Alors ça d'abord, il faut commencer à côtoyer pas mal de Chinois. C'est mieux d'avoir une certaine expérience. C'est bien de partager son expérience avec d'autres. Et puis, ça se voit aussi à travers la construction de la confiance. Je dirais, il faut fréquenter la personne. Et on ne peut pas être en représentation tout le temps. Il y a un moment ou un autre, quand on passe 15 heures par jour avec quelqu'un, il y a un moment où il redevient lui-même. Il ne peut pas être en représentation, il ne peut pas être sur scène en permanence. Donc la façon de décoder, c'est vraiment, je crois, de passer beaucoup de temps avec lui au début. Et on se rendra compte si on a affaire à vraiment un panda ou si c'est quelqu'un... Alors lui, vous le verrez très vite, la distinction entre panda et par exemple, dragon. Parce que le dragon, il a toujours des projets extravagants. Donc ça se voit tout de suite. Et il faudra l'aider à être un peu plus réaliste, simplement. Le tigre, il va cacher ça. Il y a une expression, parce que ce que je vous donne là, ce sont des visions chinoises, hein, de même. Hein. Le tigre, il y a une formule chinoise pour ça, qu'on pourrait traduire en français par le tigre souriant. Attention, c'est celui qui trompe le plus. Il est là tout sourire, en réalité, il est là pour vous bouffer. Donc celui-là, pour le détecter, oui, hein, il faut jouer un peu au détective, il faut observer finement, c'est-à-dire qu'il faut passer beaucoup de temps. Si vous passez juste 1 heure avec lui, il sera en représentation, hein, un peu comme s'il mettait ses habits du dimanche et il est bien poli, bien élevé, il fera un sourire permanent. Mais si vous passez 10 heures avec lui, si vous le revoyez le lendemain, si vous le voyez dans certaines circonstances
où il va redevenir naturel. C'est-à-dire que vous êtes avec lui en train de vous balader, il y a un accident par exemple, quelque chose, vous regardez ce qu'il fait. Ça va vous apprendre des choses sur lui, parce que pendant ce temps-là, il ne pensera plus à se montrer vis-à-vis de vous. Donc il y a plein d'occasions à ce moment-là. Alors il y a des gens avec lesquels on est assez vite au clair et d'autres où on ne l'est pas. Dans ce cas-là, il faut passer plus de temps avec eux. Il faut vraiment investir, je dirais, dans l'investigation. C'est ça. Merci de votre question. Passionnante. Une autre? On a encore au moins 5 minutes. À vous. OK. D'accord. Donc la question, je la reformule pour l'enregistrement, c'est eh bien, le fait qu'on a, et c'est fréquent, hein, ces renégociations, eh bien, jusqu'où peut-on aller dans la renégociation? Qu'est-ce qu'il faut accepter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter? À quel moment il faut dire, bon, ben, écoutez, ça y est, on s'en tient là et c'est terminé. Fini de jouer, fini la récréation. Hein. Bien. Alors, première chose, on sait maintenant qu'il y a ces renégociations, donc on peut anticiper. Alors une manière d'anticiper, c'est de ne pas avoir tout donné tout de suite. Donc on en a un peu en réserve. La deuxième chose, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est surtout ne pas faire une concession qui ne soit pas conditionnelle. C'est-à-dire, dire, si je fais un effort sur ce point, ben, qu'est-ce que vous allez faire en contrepartie ? Et attendre quelque chose. Alors ça fixe des limites, parce que l'autre va se rendre compte tout de suite que vous n'êtes pas idiot, et que vous n'êtes pas vraiment une volaille à plumer, que si il obtient quelque chose de lui, il va falloir qu'il donne quelque chose en retour. Alors il peut vous inventer des tas de contraintes, des tas de choses, on peut le croire ou pas, ça n'a aucune importance. Je dirais les justifications qu'il va vous donner. Elles n'ont la plupart du temps rien à voir avec la réalité des raisons pour lesquelles il vous demande une chose ou une autre. Donc ce n'est même pas la peine de travailler là sur les causes pour essayer de les résoudre, puisque ce ne sont pas les vraies causes. En revanche, ce n'est pas impossible de faire un effort, hein, si vraiment vous sentez que l'autre insiste. Mais il faut qu'il insiste, il faut quand même, que ce ne soit pas du rituel. Vous sentez que vraiment il est embêté, qu'il faut faire quelque chose, alors là, vous pouvez vous engager dans la renégociation en demandant quelque chose en contrepartie. Je crois que c'est ça. Et il y a un moment où il faut arrêter le jeu, bien sûr. Alors si ça commence à s'embarquer là-dedans, le fait déjà de demander à chaque fois une contrepartie, ça va le modérer, hein. Ça va le modérer, parce qu'il va lui aussi anticiper en se disant « mais je ne peux plus demander parce que je ne sais plus quoi donner, moi non plus ». Et sans cela, il y a un moment où il faut trouver une bonne raison d'arrêter. Alors, en général, il faut soit parce que vous inventez une décision prise au-dessus sur laquelle on ne peut plus revenir, c'est signé, c'est officiel, maintenant on n'a plus de prise là-dessus, ou alors une échéance en termes de temps. Il faut invoquer quelque chose qui ne vous appartient plus, sur lequel vous n'avez pas de décision. Et dans ce cas-là, vous coincez l'autre. Et vous en sortez. Voilà comment on survit en Chine et qu'on fait mieux, je dirais quand même, mieux que survivre. Moi, 27 ans de Chine, je ne suis pas en mauvais état. Sans ça, j'ai aucune raison. Je ne suis pas forcé d'y aller, moi. Hein, c'est un choix personnel. Donc, si je continue d'y aller, c'est parce que je trouve que ça reste intéressant et praticable. Mais avec tous ces problèmes que j'ai soulignés, qu'il ne faut pas se dissimuler. Hein. Ce n'est pas simple de négocier en Chine. Mais dès que ce n'est pas simple, ça devient intéressant en même temps. Sûr, hein, de temps en temps, on dort mal, hein, mais parce qu'on se demande, mais jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vraiment ils tiennent à moi? Et quelquefois, on est au bord du gouffre. Hein. Vraiment, on se dit... Moi, j'ai vu des contrats, je l'ai publié. Je vous donnerai, si vous voulez, des références de livres que j'ai publiés. Notamment, j'ai publié 19 livres dans ma vie, pas tous sur la Chine, hein, puisque je travaille sur d'autres problèmes, mais... par exemple, l'un où je raconte un cas chinois de négociation, parce que ma technique, moi, c'est pas de rester dans l'abstrait. Je pars d'un cas, je décris une situation de négociation que j'ai généralement vécue, donc je peux rentrer dans le détail, et ensuite je l'analyse. Et j'en tire des conclusions qui pourront servir à d'autres. Alors, c'est une négociation où, en fin de compte, on est au bord du gouffre pendant longtemps, on fait une fausse sortie, et puis ensuite une vraie sortie, et puis les Chinois ne croyaient pas que ce serait une vraie sortie. Ils nous rappellent, et on revient, mais on les fait languir un peu. Et on revient de Paris à Pékin, en les faisant languir 3 semaines, un mois. Et une fois sur place, le jeu recommence.
Et là, non, on ne remarche plus dans le jeu. Et puis, on fait comme si on avait abandonné. Et on s'en va. Et l'accord, on nous demande quand même de revenir discuter. On rediscute, on a l'impression de ne pas avancer. Puis tout d'un coup, on a un Chinois qui... Allez, vous savez, alors le Chinois, il fume. Et alors, à la table de négociation, le type, il enfilait les cigarettes les unes après les autres. C'était vraiment une usine, hein. Ça fumait de partout. Et on sentait le type était extrêmement nerveux. Ça se voit à son comportement. On s'est dit, il y a des enjeux derrière, donc il ne nous a pas réellement lâchés. Il ne nous a pas abandonnés, hein, du tout. Et il y a des enjeux pour lui, certainement pour sa carrière derrière, hein. S'il n'obtient pas ce contrat, bon, et on ne lâche plus. On ne lâche plus, et le type, après, nous regarde partir avec un sourire. Et vous savez quand est-ce qu'il va nous rattraper? Dans l'aéroport, juste avant les contrôles de police. C'est-à-dire 10 mètres de plus, et c'est terminé, on n'était plus en Chine, on ne pouvait plus signer. Eh bien oui, ça s'est fait là. Donc, il y a un jeu derrière, il y a un jeu de bluff. Mais il faut savoir résister, là aussi, jusqu'au dernier moment, parce qu'à chaque fois, on peut se dire... Qu'est-ce qui tient du vrai et qu'est-ce qui tient du bluff? Il y a un énorme jeu de bluff parfois, ça fait partie de la négociation. Donc là aussi, il faut essayer, en connaissant bien la personne, de faire le diagnostic. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il est en train de me la jouer, hein? Ou est-ce que vraiment, là c'est vital pour lui? Voilà, c'est pas ennuyeux une seconde. Merci de vos questions, hein. Je crois qu'on arrive à la fin de la séance. Merci de votre attention à tous et bonne Chine pour ceux qui vont y aller. Au revoir.